Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on remonte le temps à la date du 27 août 1896, entre 9h02 et 9h40 du matin, sur l'île de Zanzibar, où se déroule la guerre la plus courte de toute l'histoire, 38 minutes. Oubliez les récits de guerres tragiques sur plusieurs années. Il existe une guerre qui a duré à peine aussi longtemps qu'un épisode de série. Le conflit de 38 minutes oppose le Royaume-Uni de la reine Victoria à l'éphémère sultan zanzibarite Khalib Ibn Bargak. Au contraire des guerres les plus longues de l'histoire, la guerre de 100 ans, la guerre de 355 ans, la guerre la plus courte est beaucoup moins connue. Avez-vous déjà entendu parler de cet affrontement ? Il s'agit de la guerre anglo-zanzibarite, qui se limite à un bombardement de 38 minutes, le 27 août 1896. Une trentaine d'années plus tôt, la France et l'Angleterre avaient signé un traité garantissant l'indépendance du sultanat de Zanzibar. Partons ensemble découvrir les raisons de cette guerre. Les livres d'histoire sont remplis de récits chronologiques de longues guerres aux multiples rebondissements, dont les écoliers apprennent les frises chronologiques par cœur pour retenir les événements les plus marquants. Aux antipodes de la guerre de 100 ans, 116 ans en réalité comme vous le savez tous, il existe d'autres guerres qui n'ont pas mis longtemps avant de trouver leur résolution. Si l'on pense par exemple à la guerre des 6 jours en 1967, il existe une guerre encore bien plus expéditive, celle de 38 minutes. Après 1862, l'Angleterre n'eut d'autre pensée que de supplanter à son profit l'influence morale que la France avait longtemps exercée sur le sultanat de Zanzibar. L'armée zanzibarite fut confiée à un officier anglais, les administrations publiques et les employés sont anglais et la politique du sultan Bargash fut dirigée par Sir John Kirk, consul général britannique. Comme vous l'avez deviné, les progrès de l'anglicisation furent rapides. Pour les Français à Zanzibar, leur domination prend fin. Tout de même, en échange de la reconnaissance de leur mandat sur Zanzibar en 1890, les Anglais acceptent de reconnaître le mandat français sur Madagascar. Mais vous devez vous dire, oui, et alors ? Tout est calme et la paix règne. Mais en même temps que leur mandat, les Britanniques ont négocié un droit de veto sur la nomination des futurs sultans. Et c'est cette question cruciale qui va déclencher le conflit anglo-zanzibarite. Zanzibar était un pays insulaire de l'océan Indien, juste au large des côtes du Tanganyika. Il fait actuellement partie de la Tanzanie. L'île était restée sous le contrôle nominal des sultans d'Oman depuis 1698, date à laquelle ils ont expulsé les colons portugais, qui en ont revendiqué la possession en 1499. Le sultan Majid Bid Saïd a déclaré l'indépendance de l'île d'Oman en 1858, qui a été reconnu par le Royaume-Uni et a divisé le sultanat à l'époque. Les sultans suivants ont établi leur capitale et le siège du gouvernement dans la ville de Zanzibar, où un complexe de palais a été construit sur le front de mer, qui se composait du palais lui-même, d'un harem et d'un palais cérémoniel connu sous le nom de Maison des Merveilles. Ce complexe a été principalement construit à partir de bois local et n'a pas été conçu pour une structure défensive, car pour le sultan de Zanzibar, aucun danger, ni même ennemi, grâce à ses relations amicales internationales. Le Royaume-Uni de la reine Victoria a eu de longues périodes d'interaction avec la nation et a reconnu la souveraineté de l'île et de son sultanat en 1886. En conséquence, les Britanniques ont principalement maintenu des relations cordiales avec le pays et ses dirigeants. Cependant, l'Empire allemand du Kaiser Guillaume II s'intéressait également à l'Afrique de l'Est et les deux puissances se sont disputées le contrôle des droits commerciaux et du territoire dans la région tout au long du XIXe siècle. Ainsi, le sultan a obtenu le droit sur les terres du Kenya aux Britanniques et celui du Tanganyika aux Allemands, dans un processus qui a abouti à l'interdiction de l'esclavage sur ces terres.
De nombreuses classes dirigeantes arabes étaient préoccupées par la perturbation de ce commerce précieux, ce qui a entraîné une certaine instabilité. Vous l'aurez deviné, l'entente cordiale ne pouvait pas durer. Les autorités allemandes du Tanganyika ont refusé de hisser le drapeau du sultanat de Zanzibar, ce qui a entraîné des affrontements armés entre les troupes allemandes et la population locale. Le sultan envoie des troupes de Zanzibar dirigées par un ancien lieutenant de la marine britannique pour rétablir l'ordre sur le territoire. L'opération fut couronnée de succès, mais le sentiment anti-allemand parmi le peuple de Zanzibar reste fort. D'autres conflits éclatent à Bagamoyo, où 150 indigènes furent tués par les forces militaires allemandes, et à Ketwa, où des fonctionnaires allemands et leurs serviteurs furent assassinés. Le sultan accorde alors des droits commerciaux étendus à la Compagnie impériale britannique d'Afrique orientale, qui, avec l'aide de l'Allemagne, exécuta un bloc naval pour mettre fin à la poursuite du commerce intérieur des esclaves. Après la mort de Khalifa en 1890, Ali bin Saïd accède au gouvernement, interdit la traite des esclaves, mais pas la possession d'esclaves, déclara Zanzibar protectorat britannique et nomme un premier ministre britannique à la tête de son cabinet. Le Royaume-Uni se voyait toujours accorder un droit de veto sur la nomination future des sultans. L'année de l'accession d'Ali a également vu la signature du traité d'El Golan-Zanzibar entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce traité délimitait officiellement les sphères d'intérêt en Afrique de l'Est et cédait les droits de l'Allemagne à Zanzibar au Royaume-Uni. Cela donnait au gouvernement britannique plus d'influence à Zanzibar pour éradiquer l'esclavage. Le successeur d'Ali fut Ahmad bin Twaini, qui devint sultan en 1893. Il entretient des relations étroites avec les Britanniques, mais avec des désaccords entre ses sujets sur le contrôle croissant des Britanniques sur le pays. L'armée dirigée par les Britanniques et l'abolition de la précieuse traite d'esclavage. Afin de contrôler ce désaccord, les autorités britanniques autorisent le sultan à ériger une garde du palais d'1 millier d'hommes, mais ils furent rapidement impliqués dans des affrontements avec la police britannique. Le sultan Ahmad meurt subitement le 25 août 1896. Son neveu de 29 ans, Khalid, soupçonné d'être responsable de certains de ses meurtres à la cour, a emménagé dans le complexe du palais de Zanzibar, sans aucune approbation britannique, en violation totale du traité. Le gouvernement britannique préférait un autre candidat, plus favorable et disposé à son égard. Khalid a été averti par le consul et agent diplomatique et par le général Matthews de bien réfléchir à ses actions. Ces manœuvres s'étaient avérées fructueuses 3 ans plus tôt, lorsque Khalid avait tenté de revendiquer le sultanat après la mort d'Ali et que le consul général britannique l'avait persuadé des dangers d'une telle action. Khalid ignore l'avertissement et ses troupes commencent à se rassembler sur la place du palais sous le commandement du capitaine de la garde du palais. À la fin de la journée, il y avait 2800 hommes armés de fusils et de mousquets. La plupart étaient des civils, mais la force comprenait 700 askaris de Zanzibar qui se sont rangés du côté de Khalid. L'artillerie du sultan, composée de plusieurs mitrailleuses Maxim et d'une mitrailleuse Gatling, d'un canon en bronze du XVIIe siècle et de 12 pièces d'artillerie de campagne. Ces 12 pièces avaient été offertes au sultan par le Kaiser Guillaume II. Les troupes du sultan prennent également possession de la marine de Zanzibar, qui se composait d'une corvette en bois construite comme yacht royal pour le sultan en 1878. Matthews et Cave commencent également à rassembler leurs forces, commandant déjà 900 askaris de Zanzibar sous le commandement du lieutenant Arthur Edward Harrington Ray-Case. Transféré à l'armée de Zanzibar, il avait le grade militaire de brigadier général. Le contingent naval atteint la côte 15 minutes après avoir été réquisitionné pour faire face à toute confusion causée par la population. Un plus petit contingent de marins débarque pour protéger le consulat britannique où les citoyens britanniques étaient appelés à se rassembler pour se protéger. Quelques inquiétudes ont été exprimées parmi les diplomates britanniques
quant à la fiabilité des Askaris de Reikes, mais ils se sont avérés être des troupes stables et professionnelles, endurcies par une bonne conduite militaire et plusieurs expéditions en Afrique de l'Est. Ils seront plus tard les seules troupes sur Terre à être prises sous le feu des défenses. Les troupes de Reikes étaient armées de 2 canons Maxim et d'un canon de 9 pouces et positionnées près du poste de douane. Le sultan essaya d'obtenir du consul américain qu'il reconnaisse son accession au trône, mais on lui répond que, comme son accession n'a pas été ratifiée par le gouverneur de Sa Majesté, il est impossible de répondre. Cave continue à envoyer des messages à Khalid pour lui demander d'ordonner à ses troupes de se rendre, de quitter le palais et de rentrer chez eux. Mais ceux-ci furent ignorés et Khalid répond qu'il se proclamerait sultan à 3 heures de l'après-midi. Comme vous l'avez certainement deviné, cela constituerait un acte de rébellion et le sultanat de Khalid ne serait pas reconnu par le gouvernement britannique. Cave ne pouvait pas ouvrir le feu sans l'approbation du gouvernement et télégraphia le message suivant à l'administration du marquis de Salisbury à Londres. Seriez-vous autorisé, au cas où toutes les tentatives de solution pacifique s'avéraient vaines, à ouvrir le feu sur le palais ? À 10 heures du matin, le 26 août, le croiseur HMS Raccoon arrive à Zanzibar, jette l'ancre en ligne avec le Trutch et le Sparrow. À 2 heures de l'après-midi, le croiseur protégé de classe Edgar Saint-Georges, navire amiral de la station du Cap et de l'Afrique de l'Est, s'amarre au port avec à son bord le contre-amiral Harry Ronson. Presque au même moment, la réponse du marquis de Salisbury arrive, autorisant Cave et Ronson à utiliser les ressources à leur disposition pour chasser Khalid du pouvoir. Le télégramme disait « Vous êtes autorisés à prendre toutes les mesures que vous jugez nécessaires et serez soutenus dans vos actions par le gouvernement de Sa Majesté. Cependant, n'essayez pas de prendre des mesures dont vous n'êtes pas sûr de pouvoir accomplir avec succès. » Cave essaye de négocier à nouveau, mais en vain. Ronson envoie alors un ultimatum, exigeant qu'il baisse son drapeau et quitte le palais avant 9 heures du matin le 27 août. Faute de quoi, il ouvrirait le feu. Au cours de l'après-midi, par mesure de sécurité, tous les navires marchands ont été retirés du port, ainsi que les femmes et les enfants britanniques ont été amenés à bord du Saint-Georges et à bord du navire de l'Anglo-Indian. Cette nuit-là, le consul Mahoun a noté que le silence qui s'est abattu sur Zanzibar était terrifiant. Normalement, les tambours battaient, les bébés pleuraient, mais cette nuit-là, il n'y avait absolument aucun bruit. À 8 heures du matin, le 27 août, après qu'un messager envoyé par Khalid ait demandé une conférence avec Cave, le consul répond qu'il ne serait épargné que s'il acceptait les termes de l'ultimatum. Vous constatez l'hésitation du sultan avant le déploiement de forces britanniques ? À 8h30, un autre messager de Khalid a déclaré « Nous n'avons pas l'intention d'enlever notre drapeau, et nous ne croyons pas que vous ouvrirez le feu sur nous. » À 8h55, n'ayant pas reçu d'autres nouvelles du palais, Ronson donne le signal « Préparez-vous à l'action !» À 9h précise, le général Lloyd Matthews ordonne aux navires britanniques de commencer le bombardement. À 9h02, les navires de Sa Majesté ouvrent le feu sur le palais simultanément. Le premier coup de feu détruit immédiatement un canon de 12 pouces. Des défenseurs, des serviteurs et des esclaves, soit un total de 3000 hommes, étaient présents dans le palais, et même avec des barricades de ballots et de caoutchouc, il y a eu de nombreuses victimes dues aux obus explosifs. Malgré les premières informations selon lesquelles il avait été capturé et serait exilé en Inde, le sultan Khalid s'échappe. Un correspondant de Reuters a rapporté que le sultan avait fui au premier coup de feu avec tous les dirigeants. Ils ont laissé leurs esclaves et leurs partisans pour continuer le combat. Le bombardement cesse à 9h38, date à laquelle le palais et le harem furent détruits. L'artillerie ennemie avait été réduite au silence, le drapeau du sultan abattu. Au cours du bombardement, un petit engagement naval eut lieu lorsqu'à 9h05, le Glasgow, obsolète, ouvre le feu sur le vaisseau amiral, le Saint-Georges.
en utilisant son armement de 7 canons de 9 pouces et une mitrailleuse Gatling qui, ironie du sort, avait été offerte par la reine Victoria au sultan. L'attaque, sans aucune chance de réussite, doit faire face à une contre-attaque provoquant le naufrage du Glasgow, bien que le port peu profond ait laissé ses mâts exposés. L'équipage du Glasgow a hissé un drapeau britannique en signe de reddition, et tous ont été secourus. Des combats sur terre eurent lieu lorsque les hommes de Khalid tirent sur les hommes de Reikes sans grand effet, alors qu'ils approchaient du palais. Les combats cessent avant la fin des bombardements. Les Britanniques contrôlaient la ville. Le palais, dans l'après-midi, Hamoud bin Mohamed, un arabe pro-britannique, a été installé comme sultan avec des pouvoirs considérablement réduits. Environ 500 hommes et femmes de Zanzibar ont été tués ou blessés pendant le bombardement, la plupart des morts provenant de l'incendie qui a englouti le palais. Les Britanniques ont comme victime un sergent grièvement blessé qui s'est ensuite rétabli. Des marins du Saint-Georges et du Philomène descendent à terre pour former une brigade de pompiers et contenir l'incendie qui s'était propagé du palais aux huttes voisines. L'incendie dans les entrepôts des douanes a suscité quelques inquiétudes, car il contenait un stock considérable d'explosifs. Cependant, aucune explosion n'a eu lieu. Le sultan Khalid, le capitaine Salène et une quarantaine de partisans se réfugient dans le consulat allemand après leur évasion, protégés par 10 marins allemands, tandis que Matthews positionnait des hommes autour du consulat pour les arrêter s'ils tentaient de s'enfuir. Malgré les demandes répétées d'extradition, le consul allemand refuse de livrer Khalid aux Britanniques, car le traité d'extradition de son pays avec le Royaume-Uni excluait spécifiquement les prisonniers politiques. Au lieu de cela, le consul allemand promet d'emmener Khalid en Afrique orientale allemande afin de l'empêcher de mettre le pied sur le sol de Zanzibar. Khalid a été capturé par les forces britanniques en 1916, pendant la campagne d'Afrique de l'Est de la Première Guerre mondiale. Il est exilé aux Seychelles, puis à Sainte-Hélène, avant son retour en Afrique de l'Est soit autorisé, où il meurt à Mombasa en 1927. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 1er mars 1896, c'est la victoire du Négus Ménélique II contre les troupes italiennes du général Oreste Barriateri à Adoua en Éthiopie, garantissant l'indépendance de son pays. 100 000 Éthiopiens s'opposaient à 17 000 Italiens lors de la bataille d'Adoua. Le 1er mai, en Perse, c'est l'assassinat du Shah Nasser al-Din, sans doute à l'instigation d'Afghani, après qu'il a été exilé à la suite de la révolte des Tabas en 1891. Son fils, Muzaffar al-Din, lui succède, son règne prend fin en 1907. Le 26 mai, c'est le couronnement de Nicolas II de Russie. Le 28 septembre, c'est la convention franco-italienne. L'Italie reconnaît le protectorat français sur la Tunisie. Le 15 octobre 1896, c'est l'exécution du prince Ratmamanga et du ministre de l'Intérieur par ordre du général Gallieni pour s'être opposé à l'annexion de Madagascar. Comme on l'a vu, à la fin du 19e siècle, l'archipel de Zanzibar, situé sur la côte orientale de l'Afrique, est un protectorat anglais dirigé par le sultan Ahmad. Le 25 août 1896, à sa mort, Khalid, réfractaire à toute présence étrangère, s'empare du trône de Zanzibar, bien décidé à libérer son pays de la tutelle anglaise. Les Britanniques lui adressent immédiatement un ultimatum. Le sultan autoproclamé organise alors à la hâte la résistance sur l'île principale de l'archipel et dispose ses troupes face à la mer. 2 jours plus tard, une escadre commandée par un amiral anglais se présente devant la ville à 9h02. Après plusieurs tentatives de négociation et devant le refus de capituler, les Anglais ouvrent le feu. À 9h40, la guerre est terminée. Plus de 500 Zanzibarites ont péri, le palais est en ruine et le sultan en fuite. Les Britanniques prennent le contrôle de la ville et intronisent un nouveau sultan.
Cette guerre a duré 38 minutes. Elle est la plus courte de l'histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.